On est déjà dans, je pense, on a déjà changé le thème entre autres fédéralisme, socialisme, libéralisme, nationalisme. En tout cas, on essaiera de comprendre, débattre là-dessus, les idéologies que nous proposent les partis, les différents partis politiques justement au Cameroun. Et puisqu'on parle de partis politiques et d'idéologie, il y a forcément, on est dirigé bien sûr par une certaine idéologie, ce qui nous amène d'abord à interroger justement celle qui est appliquée aujourd'hui au Cameroun et si c'est la meilleure, justement. Est-ce que, en fonction du contexte, en fonction des défis, celle prônée par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya aujourd'hui, si avec nos différentes réalités, on sait que M. Paul Biya a justement, comme il se livre, on parle de libéralisme communautaire. Monsieur Mpele, naturellement, je me retourne vers vous. Déjà, on va faire très rapidement, avant de revenir sur d'autres différentes idéologies, mais parlons déjà de celle qui est appliquée aujourd'hui au Cameroun. Quelle est l'idéologie qui est appliquée au Cameroun avant de poursuivre? Très bien. L'idéologie politique qu'a mis en place le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a été matérialisée par un ouvrage publié en 1987, fondé sur une observation avertie du passé et sur une vision clairvoyante de l'avenir, parce qu'il faut dire que le livre fait encore, c'est-à-dire répond encore aux défis d'aujourd'hui, s'appelle bel et bien le libéralisme communautaire. Alors, je vais rapidement expliquer pour nos téléspectateurs qui nous écoutent le fondement de cette philosophie politique qui sous-tend la gouvernance du Cameroun depuis bientôt 43 ans. Alors, c'est un document qui est axé sur trois grands qui présente trois parties essentielles. La première partie du libéralisme communautaire porte sur la liberté d'entreprendre. Le premier point de cette politique-là, c'est la liberté d'entreprendre. Le deuxième point, c'est la mise en place d'un État régulateur. Et là, c'est la casquette de l'homme social de M. Paul Biya, parce que dans la liberté d'entreprendre, c'est le libéral. Dans la mise en place d'un État régulateur de la fonction publique, c'est justement le social, le socialiste si vous voulez, ou le communiste. Et enfin, il y a le devoir de solidarité que sous-tend cette philosophie politique-là, où on retrouve dans l'Africain, le sage africain, qui a mis en place une politique qui s'adapte à l'environnement africain, à nos réalités socio-culturelles, n'est-ce pas, dont on ne peut se défaire lorsqu'on veut se développer. Alors, d'où est venue cette politique-là? C'est justement la sagesse du chef de l'État. Parce que souvenez-vous que pendant la guerre froide, il y a deux courants qui sont en opposition. Il y a le courant occidental libéral, capitaliste, et le courant oriental communiste, n'est-ce pas, russe, face au courant occidental libéral américain qui s'affrontent. Et la politique du libéralisme communautaire du président Paul Biya est en réalité le juste milieu entre ces deux courants. C'est-à-dire que dans le cadre de la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire le premier point, vous avez très bien vu que dès son arrivée, le président Paul Biya va mettre en place justement une loi, celle du 19 décembre 1990, une loi qui porte sur les associations et les partis politiques, avec justement la mise en place du multipartisme. Le multipartisme qui n'existait pas jusqu'à là. Ensuite, lorsque vous consultez la Constitution du 18 janvier 1996, vous remarquez que, et dans la loi du 19 décembre 1990, le président de la République, dans le contenu, rappelle quelques temps après que nul n'est plus besoin de prendre le marquis pour exprimer ses opinions. Parce que cette loi, en même temps qu'elle libéralise l'espace national, permet également à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir entreprendre, comme nous l'avons dit, de pouvoir, sur le plan de la religion, penser autrement, etc. Alors, au-delà de cette philosophie de la liberté d'entreprise qui va se renforcer, comme nous le disions tantôt, avec la Constitution du 18 janvier 1996, où lorsque vous regardez les réformes prises en compte dans cette Constitution, il y a le renforcement du droit de la défense,
des personnes justement attaquées, mais aussi la promotion ou alors l'adoption du principe du principe comment vous appelez ça en droit, la présomption d'innocence. Okay. La présomption d'innocence, okay. Voilà, qui est intégrée dans notre Constitution, dans le cadre du renforcement des libertés et de l'état de droit. Maintenant, quand je prends le deuxième grand pilier de cette politique-là, qui est justement le volet communautaire, oui. C'est-à-dire l'approche qui voudrait que notre pays se développe à travers justement un État qui régule la société. Je vais citer 2 exemples phares qui sous-tendent ce deuxième volet-là. Le premier exemple qui est en train de prendre corps dans notre société, c'est la mise en place justement de la décentralisation et de la gouvernance locale qu'on peut saluer. Progressivement, on voit comment les compétences sont transférées au niveau des régions et des collectivités territoriales décentralisées, des communes. Et aussi, bien sûr, on voit bien comment se met en place une machine de transfert des ressources au-delà des compétences, des ressources au niveau local pour permettre que le développement, n'est-ce pas, soit proche des populations et justement que l'État central, n'est-ce pas, ne soit plus justement celui qui prend en compte toutes les décisions, au niveau justement des politiques publiques. Ça, c'est très important à noter. La deuxième chose dans ce volet communautaire, c'est que le président Paul Biya le rappelle dans l'une de ses citations, que loin de la politique capitaliste qui sous-tend, comme le développait Karl Marx en particulier, qui démontrait que il y a une société qui est exploitée, une partie de la société qui est exploitée par une autre, ce qu'il appelait donc l'exploitation de l'homme par l'homme. Le président Paul Biya estime que la liberté d'entreprendre doit pouvoir s'accompagner d'une certaine politique humaniste qui ne voudrait pas que d'autres personnes, d'autres humains soient assujettis par d'autres. Dans ce qu'on appelait justement la politique marxiste de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà pourquoi il met en place un cadre qui permette une meilleure prise en compte des ressources humaines et peut-être une diversification de la qualification des ressources humaines au sein des entreprises, qui ne limite pas certains à des tâches subalternes et mécaniques, n'est-ce pas, au profit d'une écrasante minorité qui serait donc oppressive. Ensuite, comme autre politique, et je vais sortir par là, le troisième axe, c'est celui donc de la prise en compte du devoir de solidarité propre à nos États africains, qu'a toujours mis en place le chef de l'État. Je vous fais fi de l'intégration communautaire qu'il a prônée tout au long de son magistère, en étant convaincu que le ralliement ou alors l'intégration avec nos amis voisins était une politique également importante dans la promotion d'une société épanouie, notamment justement l'intégration en zone CEMAC. Maintenant, quand j'invoque le contexte maintenant de devoir de sécurité, de solidarité, autant pour nous, nous mentionnons ici la politique sage qu'a mis en place le chef de l'État dans le règlement de certains conflits qui auraient pu conduire le Cameroun dans le chaos et dans l'irréparable. Je vais parler ici, je vais convoquer ici le principe, le conflit avec Bakassi, n'est-ce pas, entre le Nigeria et le Cameroun. Vous avez vu la solidarité, la sagesse africaine du chef de l'État qui a prôné en lieu et place du conflit, comme nous le signalons tantôt en début de thématique, justement, qui a prôné le débat et non le combat. Et cela a préservé le Cameroun, n'est-ce pas, d'une calamité dont on aurait eu du mal à en sortir si justement on s'affrontait de manière militaire avec notre voisin tchadien. Ce devoir de solidarité émane de nos sociétés africaines. Vous comprenez, Madame Doumbé, qui voudrait que lorsque vous êtes en mésentente avec votre frère, vous n'optez pas pour la violence. Vous n'optez même pas pour justement des voies belliqueuses, parce que justement ça peut créer autre chose. Vous optez pour l'amiable. L'amiable, c'est quoi? C'est trouver un terrain d'entente qui permette qu'il n'y ait pas une explosion entre les parties. Donc cette philosophie de solidarité se renforce également dans la politique du chef de l'État. Lorsque vous regardez les catastrophes naturelles,
auquel le Cameroun a été confronté, notamment ces dernières années, avec justement les méfaits du changement climatique. Les gens se demandent toujours pourquoi on assiste à des dons présidentiels pour venir, n'est-ce pas, en aide aux sinistrés, ou encore dans le cadre du programme de reconstruction des zones économiquement sinistrées, déclarées sinistrées, comme la zone du Nozo ou celle de l'extrême nord. On voit des enveloppes spéciales que met en place le chef de l'État pour à la fois secourir, mais aussi pour reconstruire, n'est-ce pas, ces zones-là. Ça porte sur le volet solidarité, n'est-ce pas, de ce libéralisme communautaire-là, cher à nos cultures africaines, qui nous a épargné beaucoup de catastrophes, notamment en termes diplomatiques et même justement militaires avec le voisin nigérien. Merci à vous, M. Mpele. Merci de nous avoir présenté effectivement cette idéologie, ou je vais le dire comme ça, le libéralisme communautaire, qui est appliqué au Cameroun. Nous allons rapidement continuer le tour, peut-être 5 minutes avant de revenir. Monsieur Béas, il y a ce libéralisme communautaire, effectivement, comme l'a présenté si bien Monsieur Mpele. L'autre interrogation, c'est est-ce l'idéal pour un pays tel que le Cameroun, bien sûr, ce qui vous imposera certainement de présenter la vôtre. Alors, quand on regarde le Cameroun après 42 ans de gouvernance du RDPC, avec son libéralisme communautaire et M. Biya à la tête de l'État pendant 42 ans, qu'est-ce qu'on voit? Rien du tout. Et je suis conforté par le développement qu'il a fait. Parce que dans ce développement, je n'ai pas vu un accent sur la justice, je n'ai pas vu un accent sur la bonne gouvernance, je n'ai pas vu un accent sur l'égalité des chances, l'égalité de répartition des produits de la croissance. Et je n'ai pas vu un accent sur la protection des personnes, bien, ça veut dire la sécurité sur le plan général. Il a parlé des choses, effectivement, qui n'aident pas le Cameroun à se développer. Alors, je voudrais commencer par attaquer sa première phrase quand il dit, dans les années 90, M. Biya commence par mettre sur pied la loi de 90 qui crée un certain nombre de libertés. Oui. Je voudrais lui dire, cette bataille-là commence en 84. M. Biya est déjà président de la République en 84. Il s'oppose à l'élite politico-estudiantine de l'université de Yaoundé à l'époque. Et à certains leaders politiques qui étaient ouverts à la démocratie. Le régime s'est opposé à ces gens. Il y a eu des étudiants brûlés à l'université de Yaoundé. Il y a eu des morts. Face à la pression, parce que c'était le vent qui soufflait, que certains pays en Afrique devaient s'ouvrir à la démocratie, et contre vents et marées, par rapport à la lutte qui était menée à l'intérieur, le RDPC a reculé face à ces positions, qui étaient celles de continuer avec le régime du parti unique. Voilà les faits. Et ce sont les luttes des acteurs politiques déterminés à ce que la démocratie puisse s'installer en Afrique, que nous avons vu naître la loi de 90, effectivement, qui garantit un certain nombre de libertés, qui n'est même pas appliquée à nos jours. Parce que moi qui suis sur ce plateau, c'est en application de cette loi de 90 sur les libertés, parmi lesquelles la liberté d'expression, la liberté de manifester pacifiquement, que j'ai été accusé par le RDPC d'insurrection, de rébellion, de révolution, d'hostilité contre la patrie et d'être incarcéré à la prison centrale de Douala. Et moi, j'aurais cru que vous, étant sur ce plateau, vous aurez peur en me voyant. Que non, vous êtes tellement bien assis face à celui que votre régime a qualifié de terroriste. C'était pour essayer de vous planter un certain nombre de choses. Alors, ça fait quelques jours seulement, un avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun, au barreau du Cameroun, a été tabassé par certaines forces de maintien de l'ordre qui sont censées assurer la sécurité des personnes et des biens. Un corps de métier comme celui-là,
où ceux qui exercent sont assermentés. Des auxiliaires de justice reconnus comme maillons essentiels de l'implémentation de la justice dans notre pays. Avant, il y avait les avocats anglophones dans le NOSO qui ont subi le même sort, qui démontrent à suffisance que vous n'accordez même pas un petit grain de respect sur la sécurité des personnes, des biens et sur le développement de la justice dans notre pays. Alors quand on arrive à tabasser un avocat, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux Camerounais que si on fait ça à un avocat, vous n'êtes rien. Une technique de dévalorisation, d'humiliation, de rabaissement d'un maillon essentiel de la justice qui devrait être comme un pilier de gouvernance dans tous les pays qui se prennent au sérieux. Vous n'avez pas parlé de la lutte contre la corruption. On peut donc comprendre que dans votre régime, que l'unité de valeur du vol de la fortune publique se situe en milliards. J'étais rendu visite à mon frère et camarade de lutte Bibou Nissak, qui est à la prison centrale de Kondengue, dont je vais profiter pour saluer tous les amis qui se battent pour les libertés. Cette liberté qui a été caporalisée et confisquée par vous et qui empêche aujourd'hui à notre pays de se développer. J'ai aperçu certains qui étaient ministres de la Nation, dont je ne vais pas citer les noms, et qui ont formé presque une section du RDPC à Kondengue pour avoir volé la fortune publique. Nous avons actuellement au Cameroun des ministres en exercice qui ont été condamnés à la prison centrale de Douala pour vol de la fortune publique, détournement des deniers publics, s'il vous plaît. Allez-y. C'est son temps de parole. Il fait de cela ce qu'il veut. Allez-y. De ces constats, quand même qu'il est hors de fort de ces constats, je ne suis pas hors sujet, fort de ces constats qui permettent aujourd'hui, qui sont des freins au développement de notre pays aujourd'hui, le MRC, par son idéologie sociale libérale, a dû apporter dans son programme présenté par Maurice Kamto à l'issue des élections de 2018, des pans extrêmement importants sur lesquels nous entendons travailler si jamais le système RDPC nous avait permis d'arriver au pouvoir en 2018 sans avoir volé notre élection. C'était entre autres la protection ça veut dire des libertés individuelles. On ne peut pas construire un pays si les libertés individuelles et collectives ne sont pas garanties. Ces libertés qui permettent aux personnes de produire intellectuellement, de produire économiquement, de se mouvoir sans toutefois avoir peur d'être inquiétés. Nous avons mis en avant dans ce programme la promotion et l'instauration de la justice sociale. Pas la réforme de toute la justice du point de vue global. Parce que nous avons constaté que la justice est presque inexistante dans notre pays. Si nous voyons comment elle fonctionne, une justice qui est à tête chercheuse, une justice qui punit l'innocent et met le coupable en liberté, une justice qui ne garantit pas l'essor économique, une justice qui ne garantit pas la sécurité des personnes, qui ne garantit pas un certain confort en termes de réflexion, qui ne donne pas une certaine assurance aux citoyens d'être capables d'avoir raison quand ils ont raison, n'est pas une justice. Nous avons mis un accent particulier là-dessus dans notre programme à réformer toute la justice. Nous avons mis un accent dans notre programme sur la protection des droits des individus. Parce que nous avons constaté qu'effectivement, je vais prendre un cas simple, les docteurs PhD, ça ne fait pas 3 semaines aujourd'hui, se sont assis au sol parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'emploi. Mais je vais seulement prendre ce point. Vous faites pour sortir, oui, je vais pas aller ailleurs. 10 minutes de parole. J'ai dit, regardez des personnes que le Cameroun a formées. Oui. Et on dit au quartier qu'ils ont fini l'école. Et qui sont aujourd'hui en train de faire, de commander à être insérés
dans un corps social dont ils sont supposés maîtriser tous les outils de fonctionnement. Parce que ça devrait être garanti par le système dont vous en faites partie aujourd'hui. Nous disons, pendant notre règne, pendant notre gouvernance, pendant notre mandat, nous ne pouvons pas accepter que ce type de choses arrivent. C'est pour ça que nous avons mis un accent là-dessus, pour que chaque citoyen, à la base, puisse avoir un type de formation, qu'il puisse être formé au niveau académique et que cette formation puisse déboucher à une opportunité d'emploi créée par le système même qu'il a envoyé à l'école et qu'il a formé. D'accord. Et pour chuter, nous avons mis un accent sur l'égalité des chances. Nous voyons aujourd'hui, quand on fait le concours, par exemple, à l'ENAM, dans toutes les écoles que nous avons dans notre pays, nous voyons effectivement que ce sont des enfants, des fils, je veux dire des fils des personnes nantis, ministres, DG, qui ont accès à ces concours. Or, auparavant, à l'époque d'Aïdjo, si je dois citer comme ça, c'était pas ça. Les enfants des pauvres, dont M. Biya lui-même est issu, parce que c'est un fils de catéchiste qui a été au séminaire. S'il n'avait pas eu cette chance, parce que l'égalité des chances était un principe, il aurait fait comment pour devenir président? Bon, il faut nuancer, pas tous quand même. Voilà. Pas tous quand même, Aujourd'hui, mais aujourd'hui, je le dis parce que je l'assume. Oui, mais nous avons eu des ministres qui n'étaient pas des personnes qui n'étaient pas ministres aujourd'hui, dont les enfants ont fait 4 fois le concours de l'ENAM. Ils ont échoué. Mais dès que ces gens sont devenus ministres, la première année même qu'ils sont devenus ministres, les enfants ont réussi le concours. Oui, c'est pas pour refuter, mais je vais dire... C'est pour dire en fait que le système dans lequel vous êtes ne protège ni les Camerounais, ne protège ni les administrations dans lesquelles vous êtes censé être épanoui et n'offre même pas la possibilité au Cameroun d'être un jour un pays libre, souverain et compétitif à l'échelle internationale.